Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour et bienvenue dans notre matinale d'infos sur Public Sénat et Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Renaud Muselier. Bonjour, vous êtes député européen et président délégué de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci d'être avec nous ce matin dans cette matinale. Et pour vous interviewer à mes côtés, Véronique Jacquet de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et Mickaël Zamès de Public Sénat. Bonjour Mickaël. Bonjour. Renaud Muselier, l'actualité, c'est le 4e homicide depuis janvier à Marseille. Un homme âgé de 39 ans a été tué d'une rafale de Kalachnikov dans les quartiers nord, dans le 13e arrondissement. C'est probablement d'ailleurs un règlement de compte. Ce matin, le préfet de police et le procureur de Marseille communiquent les chiffres de la délinquance pour 2015 dans le département et à Marseille. Qu'est-ce que vous pouvez faire à ça ? D'abord, la communication à laquelle vous faites référence, c'est une communication qui est positive. C'est-à-dire qu'il y a moins de délinquance, plus de prise de drogue, moins de vols, mais le nombre d'assassinats reste à peu près identique sur le reste de l'année. C'est-à-dire, grosso modo, la moyenne est à peu près entre 12 et 14. La réalité, c'est que quand même, pour une fois, là, le gouvernement fait bien son travail, et la police à Marseille fait bien son travail, parce que en investissant les pieds d'immeubles, ils ont démanipulé un certain nombre de trafics de drogue au pied de ces cités. Et donc, forcément, comme le marché reste important, ils se déplacent. Et donc, les trafiquants ne veulent pas voir leur supermarché passer d'une cité à une autre. Et donc, ils s'assassinent entre eux. Donc, c'est des assassinats, des règlements de compte entre voyous qui ne veulent pas perdre leur part de marché sur ce trafic qui est invraisemblable. Vous parlez de trafic. Est-ce que vous seriez pour, vous, par exemple, la dépénalisation du cannabis pour réguler tout ça ? Moi, en tant que médecin, je ne peux pas être pour. Quand on voit les dégâts du cannabis sur les cerveaux qui se fabriquent à 14 ans ou 15 ans, c'est un désastre. Pour autant, il est inconcevable qu'on puisse avoir autant de gens qui achètent en toute illégalité et en toute impunité. Et donc, ça crée naturellement un marché parallèle dans lequel les voyous des cités, qui ne sont pas des gros voyous d'ailleurs, mais qui après glissent dans le grand banditisme pour vendre des barrettes de shit. Donc pour la sécurité, vous seriez pour, en tant que médecin, vous seriez contre, si je comprends bien. En tant que médecin, je suis absolument contre. En tant que père, je suis absolument contre. En tant qu'homme politique, où on n'a pas le droit d'acheter, et donc c'est où on a le droit d'acheter. Donc où c'est l'État qui prend en charge la vente, où on punit fondamentalement ceux qui les achètent. Donc le débat reste ouvert, et vous demandez un débat au gouvernement, par exemple ? Je ne demande plus aucun débat avec le gouvernement, qui lui refuse de toute façon d'assumer ses fonctions régaliennes, et qui organise tous les débats de société, qui tournent en eau de boudin, et qui n'aboutissent à rien. Donc de l'action plutôt que du débat. Véronique Jacquet. La réforme constitutionnelle, peut-être de l'action plutôt que du débat, puisqu'on en parle depuis un sacré moment. Dans votre famille politique, il y a un gros flottement. Nicolas Sarkozy vient ce matin assister à la réunion du groupe à l'Assemblée nationale pour dire à ses troupes de voter oui. Quelle est votre position ? Écoutez, je comprends très bien Nicolas Sarkozy. On a eu l'affaire du Bataclan en novembre, le désastre, les assassinats, l'unité nationale derrière le président de la République, le congrès de Versailles avec tout le monde qui applaudit le président, à quelques exceptions près, notamment le Front National. On se retrouve dans une unité nationale très forte. Qu'est-ce qui se passe quelques mois après ? On ne sait plus ce qu'il veut. Il nous a annoncé toutes sortes de réformes, on ne sait plus ce qu'il veut. Or nous, et on voit bien que compte tenu de cette difficulté d'expression ou de positionnement du président de la République et du gouvernement, on se retrouve avec un peuple français qui se retrouve, doit-il avoir peur ou non, étant nous en état de guerre ou non. Et donc maintenant on est sur la Constitution. Nouveau débat, la droite et la gauche sont divisées, est-ce qu'il faut ou non changer la Constitution ? Et on voit bien que la position du président de la République du départ, avec le volet de sécurité et de défense de nos concitoyens, se retrouve aujourd'hui dans un vaste pétaudière où on ne sait plus qui fait quoi. Donc aujourd'hui, monsieur Sarkozy, sur les bases, disait, écoutez, on va voir comment ça se passe. On voit que maintenant, ça va être réécrit au Sénat, donc on va sur les allers-retours. Moi, je dis qu'il ne faut pas toucher à la Constitution. Il ne faut pas toucher à la Constitution, et la déchéance de nationalité, maintenant, ça suffit. C'est encore un débat qui va prendre un temps fou, personne n'est plus d'accord, on ne sait plus ce qu'on vote, et on ne sait pas où on va. Et la Constitution, on ne peut pas la toucher comme ça. De surcroît, la déchéance de nationalité, si sur le plan symbolique, j'étais plutôt favorable au départ, aujourd'hui, ça donne quand même raison aux terroristes. Et puis, moi, je vais vous dire autre chose. Mon grand-père, l'amiral Muselier, compagnon de la Libération, qui a donné la Croix de Lorraine à la France libre, le 2 février 1941, sont déchus de la nationalité française. Voilà. Montrez-le bien.
Voilà, déchu de la nationalité française, journal officiel, 41. C'est Vichy, c'est Pétain, c'est Darlan, et c'est mon grand-père qui se retrouve déchu de la nationalité française. Alors écoutez, imaginez quand même que si on touche la Constitution avec tout ce qui est en train de se mettre en place, que Marine Le Pen est après présidente de la République et qu'elle décide de pousser au bout tout ce qui est en train de se passer. Alors on ne peut plus dissoudre. On est en permanence dans une situation de conflit, on ne peut plus rien être touché, et donc on est atteinte à nos libertés. Donc vous êtes On ne touche contre pas la déchéance, vous êtes contre le fait qu'on touche à la Constitution. Comment vous pouvez suivre Nicolas Sarkozy? Sa ligne est minoritaire, non seulement je là, le suis, chez les Républicains. non seulement je le suis, mais je soutiendrai aux primaires. Je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce que dit Nicolas Sarkozy. Et heureusement que dans une famille politique, on n'est pas forcément obligé d'être toujours... on n'est pas des clones. La réalité, c'est que il y a un piège politique présenté par le président de la République qui va s'enfermer sur lui-même et qui nous amène dans une impasse. Si j'ai un conseil à donner, piège, c'est pas suivre la ligne Fillon. Si j'ai un conseil à donner au président de la République, je vais beaucoup plus loin que M. Fillon. Je demande au président de la République de ne pas faire le congrès de Versailles. Il ne faut pas qu'il fasse le congrès de Versailles. Il faut pas qu'il forme la... Non, je veux dire, il ne faut pas qu'il fasse la réforme constitutionnelle. Il n'aura pas la majorité des 3/5. Et si c'est un départ franco-français... Donc il n'y aura pas de congrès de Versailles. Pour vous, il n'y aura plus... Il ne faut pas qu'il y ait de congrès de Versailles. Je ne suis pas du tout sûr qu'il pourra avoir la majorité 3/5. Alors ça veut dire que ça pose un problème politique en France, mais ça, le président de la République a déjà un problème politique en France. Mais ça pose Mais un je veux pas problème que la politique dans votre France, famille aussi, hein. mais je veux pas que la France ait un problème politique dans le monde et notamment en Europe. Et si on va au Congrès de Versailles, que le Congrès de Versailles ne passe pas, c'est la France qui est ridiculisée à travers le monde. Et ça, je n'en veux pas. Renaud Muselier, ça pose un problème dans votre famille, je le disais, parce que quand on voit la position de François Fillon, et quand on entend Nicolas Sarkozy, un Bernard Debré, qui est un député, qui dit « ce n'est pas à Nicolas Sarkozy de dicter ce qu'on doit voter, nous sommes députés de la nation ». On sent que là, dans votre famille, ça se déchire aussi. Oui, mais enfin, M. Debré a toujours des... Ok, M. Debré, il a la capacité de s'exprimer. Enfin, le président Sarkozy est chef du parti. Mais enfin, En tant que c'est chef une soixantaine de députés. il a la Une possibilité. Mais soixantaine il n'est de pas députés. député. Il n'est pas est chef du député. parti. Soixantaine de un députés qui parti suivent politique François est fait Fillon. pour s'exprimer et donner une ligne. Et donc, il est normal que le président de la République, excusez-moi, de notre formation politique s'exprime. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même Monsieur Sarkozy qui est un candidat potentiel pour les primaires et pour la présidence de la République pour les prochaines présidentielles. Ouais, ce qui est Donc, sûr il a que une ligne, une vision, une Mais ce qui est volonté. sûr, c'est que parmi les parlementaires, sa ligne est minoritaire. Mais comme à gauche aussi. C'est pour ça que, comme c'est de nouveau un débat, on s'appuie sur un traumatisme sécuritaire majeur dans une situation où notre pays est en guerre pour engager un débat que personne ne comprend. Et c'est une faute politique majeure. Ça va finir par un désastre à la réforme constitutionnelle. Donc, dans la réforme constitutionnelle, évitons-la. C'est une soixantaine de députés qui soutiennent la position de François Fillon. Mais comme Qu'est-ce que vous aurez vous la pensez même chose à gauche. Qu'est-ce que vous pensez de l'effet Juppé, vous? Quel effet Juppé? Un sondage, par Pour la exemple. primaire. Ah oui, pardon. Non, je sais pas. vous posez la question, hein. J'ai cru qu'elle avait fait quelque La chose. popularité d'Alain Juppé. C'est ça l'effet Juppé. Très bien, bravo, tant mieux. Moi, on va rentrer dans le débat des primaires. Non, mais est-ce que vous pensez que le favori du moment puisse être le vainqueur de la primaire? Voilà. Puisque vous soutenez Nicolas Sarkozy, évidemment. Moi, je soutiendrai celui qui aura gagné après. Moi, je vais faire campagne pour Nicolas Sarkozy. Mais quel que soit le vainqueur, je soutiendrai celui qui a gagné pour que ma famille politique l'emporte le tour d'après. Vous savez, j'ai soutenu Jacques Chirac, toujours. Et quand je soutenais Jacques Chirac, il était très bas dans les sondages, on m'expliquait, mais il n'est pas bon ton Chirac, il est mauvais en tout, etc. Et je dis, mais non, mais il est bon, mon Chirac. Et finalement, maintenant, tous les Français l'aiment, et finalement, ça a été mon président qui a été réélu. Donc, ce que je demande, c'est que ceux... Donc il est bon, votre Sarkozy, c'est ça? Je pense qu'il est très bon, mon Sarkozy. Bon, une question. Mais ce qui ne m'empêche pas de ne pas être d'accord sur tout, c'est pas grave, ça. Heureusement, d'ailleurs. C'est le débat. Dans le Bas-Rhin, le département propose 7 heures de bénévolat pour pouvoir toucher le RSA. Éric Ciotti, qui est le président du département des Alpes-Maritimes, lui, va beaucoup plus loin. Il veut suspendre les bénéficiaires du RSA pour ceux qui refusent 2 propositions de travail. C'est ça le tour de vis de la droite? Ça, c'est une proposition de M. Ciotti. Vous adhérez? Non. Non. Non, je n'y adhère pas. Mais pourquoi pas plus d'heures, puis moins de demandes d'emploi. Donc je pense que c'est une... je pars du principe quand même que si les gens pouvaient travailler, ils travailleraient. Bon. Donc il faut quand même réserver le problème du chômage, et donc trouver de l'emploi, et pas simplement aller sur la coercition, alors que les gens cherchent quand même du boulot. Il va trop loin, M. Ciotti? Alors moi je suis plutôt pour la position du Bas-Rhin, parce qu'il y en a certains qui abusent, mais je vois que ça ne se traite pas au niveau des départements, soyons sérieux.
ça se traite au niveau national. Quand on voit la position de l'Allemagne, qui a aujourd'hui 4,5% de chômeurs, pendant que nous, on est à 10,5%, et quelles sont leurs positions, par exemple, sur l'indemnité chômage, et qui est de que d'un an, alors que nous, c'est 2 ans, voire 3 ans, on voit bien qu'ils ont une politique vis-à-vis du travail sur leur territoire, malgré leur langue, qui fait en sorte qu'il y a une cohérence d'État pour faire retrouver du travail ou de donner du travail. C'est pas les Landes qui s'organisent pour essayer d'apporter une réponse, ça c'est de la rustine. Véronique Jacquier. La gestion du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec la création d'une conférence territoriale, où les battus du premier tour des régionales vont être consultés sur les décisions prises pour gérer la région. C'est quoi ça? C'est une forme de démocratie participative avec les battus? C'est avec les battus ou ceux qui se sont retirés pour nous faire élire. Bon, on s'est retrouvé dans une situation où la gauche s'est retirée et a appelé à voter pour nous. Dans une ville comme Marseille, je fais 61%. Enfin, Christian Estrosi et moi, à Marseille, je fais 61% des voix. Oui, mais si est-ce on qu'on fait n'est 63 à Nice, pas dans le symbole, là? C'est-à-dire convoquer des battus pour leur demander leur avis, ça ne va pas aller très loin. Est-ce que ce n'est pas le palabre comme forme de gouvernance? Peut-être. C'est en tout cas une agora dans laquelle on s'exprime. C'est pas parce qu'ils ont été battus ou qui se sont retirés, que pour autant on ne doit pas les estimer ou leur parler. Donc on ne peut pas dire qu'on veut faire de la politique autrement, et systématiquement quand on propose quelque chose, dire que ça va servir à rien. Donc nous on fait un truc qui est très simple, on fait un hémicycle dans lequel tous ceux qui se sont présentés et qui ont fait plus de 5% des voix sont représentés au prorata par département, on met dedans de la société civile qui a appelé à voter pour nous, on met des responsables religieux qui ont appelé à voter pour nous, et on présentera nos dossiers, que ce soit le budget, que ce soit les écoles, et on fera en sorte qu'il y ait un débat. Alors ce débat... Ça respecte un conseil régional fantôme. Avec l'opposition, qui est le Front National, non? Oui, mais on ne veut pas être enfermé avec l'opposition. Nous, on n'est pas, nous, contre le Front National. C'est pas ça la vie démocratique dans notre pays. Dans notre pays, il y a plusieurs formations politiques. Il y a plusieurs courant de pensée. Et nous, on ne veut pas être enfermés face au Front National. Mais c'est pas une façon de contourner le Front National avec ses 42 élus au Conseil régional? Je ne contourne rien du tout. De toute façon, à la sortie dans le vote, ils s'exprimeront, ils voteront contre nous, ils vont essayer d'attiser la haine comme chaque fois, et nous, on votera parce qu'on sera majoritaire. Mais pour autant, c'est pas un débat démocratique, ça, d'avoir, nous, avec notre logique d'hommes de droite, avec notre politique de droite, qui allons appliquer notre programme, qui allons nous battre avec des gens du Front National qui vont dire toute la journée qu'on est mauvais. C'est pas mon sens de la démocratie apaisée comme ils veulent le faire. Oui, justement, Marine Le Pen, candidate à l'élection présidentielle, c'est officiel depuis hier soir, candidate de la vérité de la France apaisée. C'est un scoop énorme. C'est un scoop énorme. C'est un scoop énorme. Elle est candidate, vous êtes sûr? Non, le scoop, c'est que quand même, elle nous a expliqué à Noël, pour les vœux, qu'elle avait bien compris qu'elle devait faire une cure médiatique. On est déjà à début février. Ils se sont retrouvés tous entre eux pour dire rien ne change. Je suis le chef et je suis candidate et je suis à la télé aux 20h. Ah, ces gens sont pas sérieux. Rien ne change. Il y a une semaine après, on va retourner sur Marseille un petit peu, une semaine après l'enquête du journal Libération sur l'état de délabrement des écoles de tout le secteur, notamment de la ville de Marseille. La ministre Najat Vallaud-Belkacem dit c'est indigne de la République. Le maire de Marseille, hier, organise une sorte de petit tour pour tous ceux qui voulaient dans un bus pour aller voir le constat des écoles. Comment vous qualifieriez, vous, la situation des 444 écoles de la ville? D'abord, Madame Belkacem, comme toujours, je me demande si c'est pas elle qui est indigne de la République ou de son ministère. Bon, vous allez loin. Oui, enfin, et elle, qu'est-ce qu'elle sait? Elle est jamais venue chez nous, elle est jamais venue dans une de nos écoles. Invitez-la. C'est 100. Mais on va se gêner de l'inviter. Bien sûr qu'on va se gêner. Mais est-ce qu'elle viendra? 198 millions d'euros sont investis dans les écoles de la ville de Marseille. C'est le premier budget de la ville, c'est 12% du budget général. Non, mais visiblement, ça ne se voit pas. Ça se voit pas. Visiblement, en tout cas, ça fait polémique. Oui. Et visiblement... Et vous avez organisé une opération de communication hier. Donc, c'est qu'il y a un problème tout de même. Mais c'est un problème médiatique par rapport à tout ça. Donc très bien. De toute façon, il faut que les enfants soient bien soignés dans les écoles, il faut qu'ils soient bien nourris, il faut que les écoles soient en bon état. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Volontiers. Mais un ministre ne doit pas s'occuper plutôt de la réforme de l'orthographe, plutôt s'occuper de son ministère, plutôt que de s'occuper des écoles de Marseille. On va s'en occuper volontiers, si elle veut venir, volontiers. Et les 198 millions, si elle peut nous donner autant... Tout va bien dans les écoles de Marseille? Non, tout va pas bien dans une ville comme Marseille. On est 800 000 habitants, si c'était aussi simple que ça. Mais c'est trop facile de dire à Paris que nous sommes les indignes de la République, qu'elle s'occupe de son ministère, qu'elle fasse son boulot convenablement, ça serait mieux pour la France. Renaud Mouzelier, une dernière question un peu personnelle, on parle de Marseille. Un jour, la mairie de Marseille, vous deviendrez maire?
Bon, je ne sais rien, moi. C'est votre ambition? Non, c'est pas du tout mon ambition. Aujourd'hui, je suis député européen. Je réalise à quel point la France est faible en Europe, qu'au niveau agriculture, la France fait n'importe quoi tout en disant que c'est la faute de l'Europe. C'est toujours la faute de l'Europe. Je suis heureux d'être député européen. Aujourd'hui, j'ai en charge la région avec Christian Estrosi. Je m'occupe du tourisme. C'est une pépite absolument incroyable en termes d'emploi. Écoutez, j'ai assez de travail comme ça. Et vive mon pays. Mais revenons, ayons les pieds sur terre et ne disons pas tout et n'importe quoi comme Mme Belkacem. Posons-nous tranquillement et regardons l'avenir avec dignité, responsabilité. On a un désastre à nos frontières avec la Syrie, on a un problème majeur dans les affaires internationales et on a la nécessité de redonner flamboyance, puissance à la France et c'est pas M. Hollande qui arrive. Merci Renaud Muselier, député européen, président délégué de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'avoir été invité à la matinale d'info ce matin. On passe à l'analyse de vos propos et de l'actualité avec les éditorialistes dans un instant. Voilà, aujourd'hui j'accueille Denis Jambard de Nice Matin, ça tombe bien. Bonjour Denis. Cyril. Et comme chaque mardi également, Yves Tréhard du Figaro. Bonjour Yves, on démarre avec Marseille où Renaud Muselier a dit qu'il n'avait pas d'ambition de devenir maire de Marseille. Vous avez entendu comme moi. Non, on verra aussi. Hein. Plus sérieusement sur la dépénalisation. La vérité du mardi n'est pas toujours celle du vendredi. Voilà, bon, ce qui m'intéresse plus, c'est la dépénalisation du cannabis, où il a dit une phrase assez forte en disant comme médecin je suis contre, comme père je suis contre, mais comme homme politique au fond peut-être. Hein, c'est ce qu'il a dit. Oui, mais il n'a pas tranché au fond, et donc c'est un débat très difficile. Moi, spontanément, je suis contre. Voilà, parce que je pense que quand on ouvre la porte, eh bien, on met le pied et puis après on la défonce. Donc je suis personnellement contre, mais je comprends que ça soit un débat du point de vue politique. Ça mérite d'être débattu, même si moi je suis contre. Et ça mérite d'être débattu entre soi-même, entre le médecin Muselier, entre l'homme politique Muselier, le père Muselier. Il faudrait que l'homme politique convoque le père et le médecin. Non, plus sérieusement, toutes les expériences qui ont été conduites à l'étranger, notamment en Europe. Bon, il y a eu des expériences en Amérique latine qui, semble-t-il, ont pu donner des résultats positifs. Mais toutes les expériences en Europe, en tous les cas, se sont soldées par des échecs. Donc, je crois qu'il est beaucoup plus important de lutter, de faire de la prévention contre, justement, l'usage de stupéfiants, et de lutter, mais sans pitié, contre tous les trafiquants, tous ceux qui, finalement, font commerce de ça. Et c'est vrai que c'est un boulot immense, mais je pense que ça ne résoudrait rien, parce que de toute manière, si c'est pour lutter contre la délinquance, rassurez-vous, ceux qui font commerce de drogue trouveraient d'autres produits. Et d'ailleurs, jusqu'où irait cette légalisation ? C'est un problème majeur. En plus, il y a deux choses. Il y a légalisation de la consommation, mais ça ne veut pas dire non plus nécessairement légalisation de la vente. Donc c'est un débat important, c'est un débat compliqué et dont les conséquences ne sont pas assurées. En même temps, 4e homicide depuis début janvier à Marseille, il va falloir trouver des solutions. Et il a l'air, Renaud Muselier, il le disait, au fond assez d'accord avec le gouvernement là-dessus. Il n'y a pas de désaccord profond. Oui, mais ça fait quasiment un siècle qu'on cherche des solutions sur les crimes à l'intérieur du milieu ou entre les trafiquants. Ils disent au fond, ils se tuent entre eux là. Non, mais c'est vrai. C'est la criminalité de sang à Marseille, c'est des massacres entre les truands, les voyous, les trafiquants de drogue, etc. On n'a jamais trouvé jamais trouvé la bonne réponse. Ça met pas en cause d'ailleurs l'efficacité de la police, parce que très souvent on voit sur le terrain les meilleurs policiers. Cela dit, attention, parce que quand on parle de Marseille, il y a des images d'Épinal qui débarquent. Il y a cette criminalité à Marseille, c'est pas nouveau, c'était déjà vrai au siècle dernier, exactement, avec Carbone et Spirito. Là, il y a une chose qu'il faut, parce que ça donne une image détestable de la ville. Et ce qui est important, c'est la délinquance de voie publique, qui était très très forte il y a encore 1 ou 2 ans, et qui a baissé. Les arrachages de colliers, les choses comme ça.
Alors, deuxième thème, la déchéance de la nationalité. Alors, il dit qu'il comprend Nicolas Sarkozy, Renaud Muselier, qui était notre invité il y a un instant, mais en même temps, il dit qu'il est contre, et il dit surtout il ne faut pas qu'il y ait de congrès à Versailles, parce que ça risque d'être un échec. Denis Jeanbart. Alors, deux choses. Il a fait une démonstration d'une efficacité redoutable. Il a montré que cette arme qui, entre les mains d'un pouvoir démocratique, n'est pas dangereuse, devient entre les mains d'un pouvoir autoritaire une arme très dangereuse, avec ce qui est arrivé à son grand-père, l'amiral Muselier, déchu de sa nationalité par le maréchal Pétain. Un extrait et il a du journal le facsimilé officiel du journal. Moi, vous savez, je l'ai déjà dit, je suis en désaccord avec Yves. Je suis contre cette mesure qui, par ailleurs, existe d'ailleurs dans le Code civil. Désaccord avec moi. Hein. Et vous, Ça Yves, arrive, mon chéri. vous n'avez pas changé de Non, j'ai pas position. changé. Je pense que, écoutez, il y a deux choses qu'il faut dire. Persiste dans l'erreur, Yves. Non, ce débat a trop duré. Non, mais ça, on Je est pense d'accord. qu'ils ont fatigué les Français et que les Français, pour le coup, Cette n'y comprennent semaine plus rien. de polémique, j'ai compté. Oui, non, mais c'est n'importe Cette quoi. semaine. C'est vraiment n'importe quoi. Et je pense quand même, et je le dis sincèrement, je pense quand même que l'opposition, sur ce coup-là, a cherché non pas l'intérêt général, elle a surtout cherché à régler ses comptes en interne. Hein, parce que tout le monde enfin, il fallait que chacun des candidats à la primaire se démarque de l'autre. Donc je suis pas certain qu'ils aient très bien joué là-dessus. François Fillon a pris la tête des positions du non à la réforme constitutionnelle. 60 députés le suivent visiblement. Renaud Muselier, qui est député européen lui-même, l'a dit. On en est où là Nicolas Sarkozy a annulé une réunion à Arcachon aujourd'hui pour promouvoir son livre, pour aller devant le groupe parlementaire. Mais on est de nouveau dans la primaire, là, ce que disait à l'instant Yves. Mais la question, au fond, me paraît secondaire par rapport à la question du président de la République, qui, depuis 3 mois, s'est engagé sur cette réforme. C'est l'axe de sa politique. Que se passe-t-il s'il ne parvient pas à imposer cette réforme? Je pense que c'est une atteinte terrible à son autorité. Il sera quasiment dans l'impossibilité d'imposer la moindre réforme dans les mois qui suivent. Alors, quelle est son issue? Il n'aura plus qu'une carte, à mes yeux. Je ne suis pas sûr qu'il la joue. Mais ou il ne gouverne plus et il est mis en cause tous les jours sur son autorité, ou il dissout l'Assemblée nationale. Yves Tréhard. S'il dissout l'Assemblée nationale, je vous laisse imaginer le décor politique dans lequel on sera, puisque avec une droite qui est désunie, avec une droite qui ne pense qu'à la présidentielle, et qui sera... qu'est-ce qui va faire les... parce qu'il y a un problème, s'il y a une dissolution, il faut que la distribution des sièges de candidats aux législatives, ça va être compliqué. Pour l'expression de Renaud Muselier, ça sera une pétaudière infernale. Vous connaissez ce mot d'Arthur Schnitzler qui dit il y a 3 sortes d'hommes politiques. Il y a ceux qui pêchent en eau trouble, il y a ceux qui troublent l'eau, et il y a ceux qui troublent l'eau pour pêcher en eau trouble. Chercher l'erreur. Chercher l'erreur. Non, mais ça sera un problème majeur. Simplement, ce qui est sûr, c'est que si il n'arrive pas à faire passer ce projet, il y a de fortes chances que là, pour le coup, il ne puisse plus se représenter à la présidentielle. Ça, c'est clair. Avec un remaniement attendu dans les 48 heures. Et on parle d'une arrivée possible de Martine Aubry au gouvernement. Démenti par l'Élysée et par l'entourage de Martine Aubry. Ça vous paraissait impossible? Écoutez, on aurait l'impression de marcher sur la tête. Et surtout, se poserait non pas la cohérence de François Hollande, mais la cohérence de Martine Aubry. Et je pense, à mon avis, qu'elle n'ira pas. Quand il y a un loup, c'est que c'est très flou. Des difficultés de faire C'est le contraire. Des difficultés pour faire ce remaniement? François Hollande, il en a ou pas? Non, moi, attendez, sincèrement, je crois vraiment pas à ce que ça On a soit dit un Nicolas remaniement Hulot a été annoncé. Non, mais Nicolas Hulot a dit qu'il n'irait pas, qu'il ne voulait pas y aller. Là aussi, je pense quand même. que, sincèrement, ça sera un aménagement technique. Là aussi. Peut-être, alors, un peu plus que technique, parce que quand même, il y a un personnage important qui va partir, c'est le ministre des Affaires étrangères. Et puis, ça va évidemment déplacer certaines personnes, mais ça ne sera pas un remaniement spectaculaire. On regarde les unes, celle de Nice ce matin, 7 jours sur 7, ouvert le dimanche de Jeanbart. Oui, voilà, c'est un vrai débat certain nombre de... Oui, voilà, sauf qu'il qui y a a abouti. un certain nombre de commerces, de grandes surfaces, etc., ont décidé dans la région d'ouvrir 7 jours sur 7, et donc le journal consacre sa une à ça. Emmanuel Macron doit être content. Yves Tréhard, Au moins, ça marche dans certains endroits. Le Figaro, c'est la surtaxation du capital qui mine l'économie française. Oui, c'est un sujet dont on ne parle pas assez, et ce n'est pas une histoire de riches. Allez-y. Vous savez, il y a un problème en France majeur, notamment pour lutter contre le chômage, c'est l'investissement. On parle toujours du code du travail, on parle toujours du fait qu'on ne travaille pas suffisamment longtemps dans la semaine.
Mais il y a un problème majeur par rapport à l'Allemagne, par exemple, c'est que les investissements sont faibles. Ils sont très faibles dans le circuit économique. Et l'une des raisons de cette faiblesse, eh bien, c'est justement le fait que le capital est très taxé en France. Il l'est de plus en plus. Ça fait une dizaine d'années qu'il est toujours taxé davantage. Et ça représente 10% de notre PIB, là où, en Allemagne, notamment, ça représente 6 à 7%. Donc, ce qu'il faudrait impérativement, c'est faire en sorte que cet argent soit moins taxé pour qu'il se dirige davantage dans les circuits économiques et qu'il se dirige vers l'investissement. C'est un problème majeur dont on ne parle pas assez dans notre pays. Et c'est dans le Figaro ce matin. Merci évidemment. Yves Tréhard. Bon journal. Merci Denis Jambard. Vous représentiez Nice Matin ce matin sur ce plateau. Merci à tous. On se retrouve demain pour une nouvelle matinale d'infos de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale dès demain. Merci.